Ulysse Bouchard, bienvenue dans le balado SH. Cet été, au lieu de travailler, je me suis prélassé dans les eaux de la région du d'Outaouais avec espoir que mon pied guérit de ses blessures. Mais au lieu de cela, je me suis pris pied à patauger dans l'eau. Malheureusement, le rêve bleu et cristallin a pris fin quand je suis retourné dans ma région et que j'ai remarqué que le lac Ossiko, ou plutôt réalisé que cet élément historique de Rouyn-Noranda est pollué comme s'il était un élément important. De plus, mon intérêt tout nouveau pour la vie marine m'a poussé à regarder des documentaires aquatiques et des nouvelles qui traitent sur ce sujet. C'est à ce moment-là que j'ai perdu pied. Ma fierté témiscabitibienne était ébranlée par la menace qui plane sur nos milliers de lacs. J'ai réalisé que cette eau bien-aimée est mal aimée. Dans le cadre du cours du projet d'intégration, nous devions faire un balado. Alors, en vaguant sur mes idées de sujet, je me suis ancré sur celui de nos eaux. Car c'est un enjeu qui devrait être primordial. C'est pourquoi, dans l'intérêt d'en apprendre plus, je vais vous parler de l'enjeu de l'eau au Québec. Bonjour, est-ce qu'en premier lieu, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Yohan Jalouzo, je suis directeur adjoint en charge des opérations à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et on travaille en étroite collaboration avec le collectif Territoire et la ville de Rouyn-Noranda qui porte le projet Lac Ossisco. Le collectif Territoire tente d'unir le génie créatif des arts, des sciences et de l'industrie pour restaurer, améliorer et mieux comprendre les écosystèmes. Et pourquoi il travaille en collaboration avec le bassin versant? C'est que son premier projet est de restaurer le lac Ossisco. Yann, pour continuer, je voudrais savoir les principales causes directes et indirectes de la dégradation des eaux en Abitibi-Témiscamingue. Alors, au niveau des causes directes et indirectes de la dégradation des eaux en Abitibi-Témiscamingue, je dirais qu'elles sont multiples. C'est sûr qu'on va avoir des événements naturels. Donc ça, je dirais que c'est une minorité quand même des causes de dégradation de la qualité de l'eau en Abitibi-Témiscamingue. Donc c'est par exemple, je sais pas, on va avoir des événements de pluie extrêmes. Ben oui, ça va causer de l'érosion. On va avoir du sol qui va partir, quelques glissements de terrain, tout ça. Mais la principale cause de dégradation des eaux, que ce soit en Abitibi, que ce soit au Québec, que ce soit dans le monde, c'est à cause des activités anthropiques, donc les activités des humains. Là-dedans, on peut retrouver la création des villes. Et on a un milieu qui est imperméable. Quand on conçoit les villes, à la base, on met de l'asphalte, on enlève les végétaux, on met du bitume. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus la bonne manière de faire. Mais tout ça, en fait, on vient perturber le cycle de l'eau. Donc l'eau ne s'infiltre plus dans le sol et les contaminants sont emmenés vers les milieux récepteurs. On va avoir différents types d'industries qui peuvent polluer les eaux de manière directe ou indirecte. Quand je dis indirect, ça va être par exemple avec le nombre important de voyagements de camions. Si c'est venteux, le camion roule à une certaine vitesse, il va y avoir des particules qui vont être mises en liberté dans l'air. On va avoir le domaine forestier. Donc quand on coupe des parcelles forestières, ça fait qu'il y a moins de végétaux, donc moins de système racinaire qui va retenir le sol. Donc encore une fois, quand il pleut, quand ça fond, il y a de l'érosion, du lessivage. Le sol s'en va toujours vers le point le plus bas. Les points le plus bas, ça va être des cours d'eau, ça va être des lacs et des rivières. On peut avoir le domaine agricole lorsqu'il y a usage de pesticides. On peut avoir également au niveau plus micro, mais des personnes qui vivent au bord de lacs et qui n'ont pas, peut-être pas les connaissances ou pas l'envie, mais en tout cas une bande végétalisée, c'est dans la loi, mais ce qu'on appelle une bande riveraine en fait. Elle doit être maintenue au bord d'un lac pour éviter justement le lessivage de contaminants. Si je pense là, en ce moment, on est début avril, on a encore plein de neige. Toute la neige qu'on voit, elle est remplie d'abrasifs puis de sel de déglaçage. On s'entend dans un lac, dans des rivières, c'est de l'eau douce à la base. Finalement, quand ça va fondre, on va avoir du sel qui va se retrouver dans les milieux aquatiques. Puis je voudrais juste rajouter que ici, on est donc en amont
de la rivière des Outaouais. Donc chaque goutte d'eau qui tombe ici en Abitibi, du moins sur nous, notre bassin versant, celui de l'OBV du Témiscamingue, s'en va ensuite vers le lac Témiscamingue, vers la rivière des Outaouais, vers Montréal. Fait que ce qui se passe ici va avoir un impact jusque dans le sud de la province. En effet, comme que Johan l'a mentionné, une des principales causes de la pollution est l'homme. Aussi, le ruissellement urbain va lessiver les déchets qui se retrouvent généralement dans les réseaux d'égouts et que parfois ils vont se retrouver dans l'eau. Comme par exemple le lac Ossiko qui est au milieu de la ville. On peut voir des égouts qui se déversent directement dans ce lac. Et maintenant, Johan, quelles sont les conséquences de cette dégradation des eaux? Les conséquences sont multiples. Ça va avoir des conséquences sur les écosystèmes. Donc, ça va pouvoir modifier les types de populations qu'on va retrouver. Et on a des populations qui sont plus sensibles que d'autres à la qualité de l'eau. Donc, forcément, lorsque la qualité de l'eau diminue, on va retrouver d'autres types de populations. Donc, peut-être qu'on va avoir en fait une diversité qui va être moins importante. Donc moins résiliente en fait face au changement. On peut avoir une perte d'usage également. Donc quand je dis perte d'usage de l'eau, ça va être donc on va plus pouvoir se baigner, peut-être plus pouvoir pêcher si on a comme trop de phosphore qui arrive dans les lacs puis que les plantes prennent le dessus. Ça va créer des embâcles à la navigation. En lien avec ça, j'ai oublié de le mentionner, mais une des menaces qui pèsent sur les écosystèmes aquatiques, ici et ailleurs, c'est les espèces exotiques envahissantes. Donc celles qui ne sont pas indigènes d'ici, mais qui peuvent être ramenées souvent par les embarcations d'un plan d'eau à un autre. Quand on insère en fait une espèce qui n'était pas native dans un nouveau plan d'eau, elle va coloniser, elle va prendre le dessus sur celles qui étaient déjà là. Donc là, on se retrouve avec des plans d'eau qui peuvent être infestés par des plantes ou par des micro-organismes et qui ensuite vont faire que certains usages ne vont plus être possibles. Je pense également, donc là, si je reviens plus au niveau humain, au niveau des conséquences, on peut avoir en fait de l'eau qui va être contaminée. Nous, on a besoin d'eau pour boire. On a besoin d'eau potable, on a besoin d'eau propre. Donc certes, là j'ai beaucoup parlé d'eau de surface, mais il y a également les eaux souterraines. Il y a beaucoup de contaminants qui peuvent se retrouver dans les eaux souterraines. Et sauf que lorsqu'on va avoir une résidence, une maison qui a son puits d'eau qui finalement est contaminé, ça devient problématique forcément puisque ça peut causer des dommages sur la santé humaine. Donc je dirais que les conséquences sont vastes, multiples, variées et complexes. C'est pour ça que les actions en fait qui doivent être mises en place doivent être aussi variées puis bien pensées en fait. Les projections climatiques de l'Abitibi-Témiscamingue disent qu'il y aura une augmentation des précipitations printanières et hivernales, agrandissant ainsi les risques d'inondation. Les situations de précipitations extrêmes y tendent à augmenter en fréquence et pourraient causer des inondations de ruissellement et des refoulements d'égouts. Ça pourra occasionner la fermeture de routes et l'endommagement d'infrastructures. Comme que Johan a mentionné, les espèces exotiques envahissantes gagnent du terrain. Par exemple, nous retrouvons le Mériophile aipi et le Cladosaure épineux en périphérie de Rouyn-Noranda. La coupe du bois diminue l'interception par le feuillage, l'évapotranspiration et l'étendue du réseau racinaire. Le ruissellement étant augmenté par la rétention d'eau diminuée, cela peut accroître la vitesse des écoulements de surface ainsi que leur turbidité. Tout cela, ça nuit aux écosystèmes aquatiques, écosystèmes déjà fragilisés par ces pertes d'habitat. C'est plus de 7000 espèces de poissons qui sont menacées par la détérioration des écosystèmes aquatiques. 7000, c'est pas rien, tu gagnes même pas ça d'un été. Maintenant, Johan, quelles sont les solutions envisageables pour contrer la dégradation des eaux? Ouais, en premier lieu, je vais revenir peut-être sur le mandat ministériel que les organismes de bassin versant ont au Québec. Donc nous, en fait, on découle de la loi sur l'eau.
qui stipule que l'eau est un bien collectif que l'on doit protéger. Pour ce faire, les OBV se doivent de mettre à jour et de faire vivre un plan directeur de l'eau à l'échelle des bassins versants. Comment on crée ça? Comment on le fait vivre? En fait, on va faire de la concertation. Donc, pour faire de la concertation, on va avoir des représentants des secteurs municipaux, des secteurs gouvernementaux, économiques, communautaires, autochtones. Donc, à un certain intervalle, on organise en fait des tables de concertation pour définir quelles sont les problématiques sur le territoire, quelles sont les orientations, les objectifs et les actions à mettre en place pour conserver ou améliorer les qualités et les quantités d'eau sur notre territoire. Donc ça, c'est vraiment au point de vue large, je dirais. Ensuite, de façon plus précise, il y a une multitude de solutions qui doivent être mises en place afin de protéger nos plans d'eau. Si je pense au niveau d'une personne qui aurait comme une propriété au bord d'un plan d'eau, ça va être d'avoir une bande riveraine qui va être végétalisée avec une diversité d'arbres, d'arbustes et d'herbacées indigènes. Ça va être également, on a parlé d'espèces exotiques envahissantes, de laver son embarcation et son matériel lorsqu'on passe d'un plan d'eau à un autre afin de ne pas introduire d'espèces envahissantes. Ça va être d'adopter, en fait, de conseiller et ensuite que les acteurs de l'eau, c'est-à-dire tout le monde, adoptent des meilleures pratiques, donc, que ce soit en foresterie, que ce soit en agriculture. Par exemple, en agriculture, moins d'épandage, moins de pesticides, avoir des bandes riveraines végétalisées pour éviter encore une fois que ça se retrouve dans le plan d'eau. Donc c'est quand même varié. Après, on parle toujours en fait en termes de bassin versant. Donc le bassin, la surface sur laquelle chaque goutte d'eau tombe et rejoint un plan d'eau. Si je pense à un milieu urbain, c'est d'utiliser les végétaux. C'est-à-dire que plutôt que de laisser l'eau ruisseler sur le sol, emmener des contaminants, aller dans la bouche d'égout, tuyau, lac, ce qu'on veut faire, c'est rendre perméable à nouveau le sol, rétablir le cycle de l'eau. Donc, végétaliser les stationnements, les cours d'école, les bords de rue, de sorte à ce que l'eau ait la capacité d'être filtrée par le sol, infiltrée par le sol, les végétaux, remise dans l'air. Et ce qui fait en fait qu'en rétablissant ce cycle de l'eau, on va également répondre à des problématiques plus vastes, notamment en lien avec les changements climatiques. Donc on va créer des îlots de fraîcheur, on va créer des pôles de biodiversité, ça va améliorer la santé physique, la santé mentale de la population. Donc en menant des actions pour l'eau, on peut avoir un impact positif pour les communautés également. Pour continuer sur l'idée des bandes riveraines, on peut végétaliser les villes pour permettre une meilleure rétention d'eau et un écoulement moins accentué des eaux dans les égouts. Par exemple, la ville d'Amos a planté des arbres et a aménagé des noues pour faciliter la gestion des eaux de pluie lors du réaménagement de la première avenue. De plus, ce style de projet, ils ont des effets bénéfiques sur la collectivité. De plus, pour diminuer les risques de transport d'espèces envahissantes, ça serait une bonne idée de mettre en place des stations de lavage de bateaux et faire une forte sensibilisation à ce sujet. Cependant, des organismes le font déjà. Et nous nous retrouvons à la fin du balado. Alors, je voulais vous rappeler que la principale cause de la dégradation des eaux, c'est nous, les humains, c'est nous qui font la pollution, mais la principale solution, c'est nous aussi qu'il faut qu'ils la fassent. C'est nous qui devons agir pour que nos eaux restent en santé. Il faut que nos eaux bien-aimées ne soient pas mal aimées, mais qu'elles soient bien aimées. Ce que je veux dire par là, c'est que si on les aime, faut bien la traiter. Faut bien s'en occuper. Et comme ça, nous aurons encore nos milliers de lacs en santé dans des années et des années. Alors, je voudrais principalement remercier Yohan pour cette entrevue. Eux aussi, si jamais vous l'avez écouté jusqu'à la fin, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette quinzaine de minutes. J'espère sincèrement que votre fierté de votre eau va se réveiller en vous, puis que vous voudrez la protéger, puis que vous allez mettre en œuvre. Même en tant que jeune, nous pouvons faire des choses
Et pour les moins jeunes, ben vous avez de l'expérience que nous, on n'a pas. C'est tout ensemble qu'on peut agir, trouver une solution pour que nos eaux restent en bon état. Et voilà. C'est tout pour cet épisode du Balado SH.